Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache. Aujourd'hui, je suis venu vous faire une confidence. Je suis né un jour d'octobre 1988. Ce qui signifie, comme vous êtes de talentueux et perspicaces mathématiciens, que je vais vers mes 30 ans. Alors rassurez-vous, s'il y a bien un truc dont je me cogne, c'est de passer ce cap. Mais surtout, je suis venu au monde la même année que Piège de cristal, aka le plus grand film d'action de tous les temps, ce qui pue quand même un peu la classe. Mais aussi que le single qui cartonnait dans les charts internationales le jour de ma naissance n'était autre que Red Red Wine d'UB40, et oui, ça ne s'invente pas. Ayant grandi dans ce bien bel endroit qu'est la campagne, j'ai connu les joies des immenses étendues d'herbe, et qui dit terrain vert dit football, sport dans lequel je tâtais plutôt bien ma bille au passage. Et comme tous les gamins de ma génération qui ont grandi avec une balle entre les pieds, j'ai tenté le fameux tir de l'aigle, sans jamais comprendre comment on pouvait, sans pas d'élan, sans appui et en réalisant une prouesse de souplesse, envoyer une si puissante frappe. Mais enfin et surtout, cela signifie que j'avais 10 ans quand un soir de juillet 98, la grâce divine est venue, ou plutôt son cuir chevelu, frapper à 2 reprises le ciel de Saint-Denis. Grâce divine, bien aidée par un marquage un brin hasardeux, il faut le reconnaître. Et c'est assez frustrant de se dire qu'avec le recul, à seulement 10 ans, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... on peut. Puisqu'ayant vu de son vivant la plus grande des épopées qu'il pouvait arriver à son pays. Bon, par la suite, mon amour de l'équipe de France se verra assassiné de 17 coups de couteau un sombre 20 juin 2010, épisode sur lequel je ne préférerais pas revenir, où je vais une nouvelle fois étaler toute ma maîtrise de cette douce science qu'est la vulgarité. Mais merde quoi! Comment peut-on trahir son maillot, sa patrie et les rêves des milliers d'enfants qui vous supportent? Je ne comprendrai jamais. Bref, à moins que vous ne viviez dans une grotte coupée du monde, en ce moment, c'est le retour du plus grand événement sportif qui m'a tant fait vibrer gosse. Et comme une équipe dirigée par la Dèche ne peut être qu'une équipe qui se battra jusqu'à la mort pour nos couleurs, faites-nous kiffer, putain! Bref, la cuvée du jour n'est autre que le brut de Tétinger, édition FIFA World Cup Russie 2018. La cuvée Tétinger édition FIFA World Cup Russia 2018 n'est autre qu'un champagne né de la collaboration entre la renommée maison champenoise et l'ô combien célébrissime organisation de la FIFA, aussi en charge de cet événement qu'est la Coupe du Monde de football. Alors, bien que l'association entre alcool et sport puisse paraître antinomique, il n'en est rien. D'une, parce que l'école anglo-saxonne nous a déjà prouvé qu'on pouvait être le dernier des poivreaux, mais le plus grand des buteurs, mais surtout parce que marketing viticole et performance sportive se sont ouvertement dragués depuis longtemps. En effet, si on prend l'exemple du champagne, sachez que pour l'anecdote, le Stade Rémois, institution du football français ayant connu ses heures de gloire dans les années 50 grâce au Copa et autres fontaines, fut fondé en 1911 par le comte Maxence Melchior de Polignac via la société sportive du parc Pommery afin de réunir et de fédérer les ouvriers de la maison éponyme. Or et vert étaient même les couleurs originales du club, puisqu'évoquant le champagne et ses bouteilles. Et, jusqu'en 1991, date d'entrée en vigueur de la loi E20, dont on reparlera plus tard, c'était ce bien joli logo qui ornait les maillots du club. Mais sans revenir jusqu'à des temps immémoriaux, les exemples d'accointance entre l'industrie de l'alcool et du monde du sport sont légion. Nombreux seront ceux à se rappeler des podiums de F1 qui se transformaient en patinoire arrosée à grands coups de champagne moum, mais je pourrais aussi vous parler des champagnes Bollinger qui se sont unis au 15 de la Rose, de Moët et Chandon qui s'est associé avec l'US Open, mais aussi et surtout avec Roger Federer, marque de champagne qui est aussi présente sur la voile, puisqu'elle fut sponsor de la 35e Coupe de l'Américain. Voile, tennis, rugby, Formule 1, à l'exception du Stade de Reims, dont l'association se justifiait surtout par un ancrage local, les marques de champagne se sont principalement alliés à des sports à l'image assez élitistes, et cela pour être accord avec cette réputation de produit de semi-luxe que le champagne s'est forgé. Les partenariats avec l'univers plus populaire du foot sont plutôt nés des sociétés de bière, produit lui aussi à l'aspiration et aux connotations bien plus prolétaires. C'est même, là encore, devenu une spécialité anglo-saxonne. Carlsberg fait équipe avec le club de Liverpool depuis plus de 25 ans, Guinness a déjà été sponsor maillot du Cork City Football, la bière thaïlandaise Chang a orné les équipements d'Everton, et en dehors du Royaume-Uni, les Diables Rouges se sont accoquinés avec Jupiler, mais comment pouvait-il en être autrement au pays de la bière? Sauf qu'en France, alcool et sponsoring ne sont pas autorisés, ou du moins ne le sont plus. Et cela depuis la fameuse loi E20 de 1991, loi de santé publique visant notamment à réglementer la promotion des produits liés au tabac et aux alcools. Et bien que je trouve certains de ces maillots créés par le feu site playground.fr et qui avaient pour thème « Si la loi E20 n'avait pas existé » absolument magnifique, je comprends cependant parfaitement la nécessité d'encadrer la promotion des produits potentiellement addictifs. Oui, l'alcool et le tabac sont des produits à risque et en faire la mise en avant auprès notamment d'un jeune
public ne me semble guère raisonnable. Et même si la loi Evin ne me semble plus adaptée, on parle quand même d'une loi qui a fait condamner dans un premier temps une affiche publicitaire sur le vin car des vignerons étaient jugés trop beaux, true story bro, et bien qu'elle soit devenue l'arme numéro 1 des fous furieux des lobbies hygiénistes, elle a le mérite de poser un cadre législatif et d'interdire dans notre pays le sponsoring sportif. C'est pour cela, notamment, que l'ancienne H-Cup était appelée à peu près partout en Europe la Heineken Cup, mais pas dans l'Hexagone. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette cuvée brute de Tétinger édition Coupe du Monde, qui a en réalité été initiée lors du mondial brésilien de 2014, avait bien évidemment vu sa promotion censurée en France, et avait vu naître ce malin affichage dans les vitrines de l'historique caviste parisien Lavinia pour mettre un habile passement de jambes à la législation. Bref, le point tactico-tactique légal 4-3-2-1 ayant été posé, nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et je vais y aller de but en blanc, je trouve l'idée absolument géniale, mais pas son application. Mais avant cela, il va falloir que je vous pose très rapidement un peu de théorie marketing. Donc, le parrainage consiste à créer ou à soutenir une entité indépendante de l'entreprise et de s'y associer médiatiquement en vue d'atteindre des objectifs de communication. Cette entité peut être un événement, une activité, une association, une fondation, un groupe de personnes, un individu, voire une émission audiovisuelle. Le parrainage, même si l'on parlera plus de sponsoring pour l'univers sportif, a plusieurs buts parmi lesquels on pourrait citer. Créer des expériences et stimuler des émotions, créer une forte couverture médiatique, renforcer l'image de l'entreprise, mais surtout créer ou renforcer la perception des attributs ou des bénéfices offerts par la marque ou l'entité. En l'occurrence ici, la Coupe du Monde de la FIFA. Dois-je vous rappeler les attributs et les bénéfices offerts par la FIFA ? Donc, la Fédération Internationale de Football Association, plus communément appelée via son acronyme FIFA, est la Fédération Sportive Internationale du Football, du Futsal et du Football de plage. Fondée le 21 mai 1904 à Paris, et ayant pour vocation de gérer et de développer le football dans le monde. Elle gère donc les grands tournois mondiaux, dont le plus prestigieux n'est autre que la Coupe du Monde de football masculine. Sauf qu'en route, comment vous dire, disons qu'elle s'est un brin écartée de son but premier. En effet, bien qu'association à but non lucratif, la FIFA génère un chiffre d'affaires non négligeable, puisque selon le rapport financier 2016 de l'institution, c'est pas moins de 5,4 putains de milliards de dollars qui furent générés entre 2011 et 2014 et l'on planifiait des recettes allant jusqu'à 5,7 milliards de dollars pour la période 2015-2018. Et de par cette manne financière relativement conséquente, il était à craindre que l'association à but non lucratif, je le rappelle, ne se pervertisse un brin. Oh, trois fois rien, rassurez-vous. Bon, en 2015 a juste éclaté un scandale au doux nom de FIFAgate, scandale où la FIFA se verra inquiétée pour racket, fraude et blanchissement d'argent sur une période de 25 ans, avec des soupçons de corruption portant principalement sur les conditions d'attribution de plusieurs Coupes du Monde, ainsi que sur des contrats marketing. Scandale en partie initié par la taupe, la fameuse Montpatou, Chuck Blazer, lui-même ancien membre de la FIFA, est surnommé Monsieur 10% en référence au pot de vin qu'il aurait eu l'habitude de demander. Bref, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous en avez très certainement entendu parler, mais celle-ci mènera au départ de son historique président qui, ironie du sort, venait d'être réélu une 5e fois à la tête de l'institution, Sepp Blatter, et qui mènera à une grande opération patte blanche de la FIFA, bien qu'aujourd'hui encore, de nombreux soupçons planent quant à sa transparence. Bref, si je comprends les attributs et les bénéfices offerts par l'événement Coupe du Monde, qui reste le plus grand événement sportif planétaire, il n'empêche qu'elle est et reste organisée par la FIFA, association qualifiée par certains esprits taquins comme mafieuse. C'est un peu dance with the devil, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Et puis, en termes de géopolitique, là encore, ce n'est guère plus réjouissant. Fort d'une implacable éthique, la FIFA attribuera successivement la Coupe du Monde au Brésil, ce qui manquera de ruiner le pays, déplacera 19 000 familles dans des conditions portant atteinte à leur dignité selon les ONG locales et entraînera une forte mobilisation et une vraie hostilité d'une partie des Brésiliens contre l'événement, alors qu'on parle quand même de celle qui représente dans l'imaginaire populaire la nation du football, mais comme le ridicule ne tue pas et que de toute manière nous n'étions plus à cela près, la FIFA attribuera successivement pour les années 2018 et 2022 la Coupe du Monde à la Russie, nation se traînant quelques casseroles au derrière sur la scène internationale, dont nombre d'athlètes furent interdits de compétition internationale pour dopage comme lors des JO d'hiver 2018 de Pyeongchang, et dont certains lanceurs d'alerte ayant eu l'audace de dénoncer ce dopage d'État organisé comme Grigory Rodchenkov ont dû fuir vers les États-Unis puisque se sentant menacés par le Kremlin. Et comme si tout cela ne suffisait pas, c'est au Qatar que se déroulera l'édition 2022, pays dont il est de notoriété publique qu'il a mis en esclavage des travailleurs népalais, dont au moins 44 sont morts, pour la construction des édifices visant à accueillir la compétition. Bref, s'associer médiatiquement avec la FIFA dans le but d'atteindre des objectifs de communication, là, sur l'échelle de la bonne idée, au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. Et puis, je ne sais pas, mais quand je pense à la Coupe du Monde, je fais surtout l'association mentale avec des marques cheap
et à l'éthique un brin douteuse comme McDonald's ou Coca-Cola. Alors oui, je sais que le luxe entre petit à petit dans la danse, puisque Vuitton, à l'instar de Tétinger, s'associe pour la deuxième fois avec l'événement, mais honnêtement, même avec Gisele Bündchen comme porte-valise, j'avais trouvé cela un brin ringard, c'est dire. Toujours en termes d'image de marque, je trouve que les footballeurs sont bien loin d'être des icônes de style. Et je suis loin d'être le seul à le penser, puisque le magazine GQ, institution du style masculin, titrait en 2015 « Pourquoi les footballeurs sont les sportifs les moins stylés ». Il suffit de prendre le trio des plus grands joueurs. Devant quel triptyque se retrouve-t-on? Un exilé fiscal qui se fait les ongles, un exilé fiscal qui est plus attaché à son contrat qu'à l'amour du maillot, et un exilé fiscal que l'on dirait tout droit sorti de l'imagination d'un mauvais chara-design de Final Fantasy XV. Et si je ne nie pas leur talent balle au pied, je trouve par contre qu'en tant que personnage médiatique, ils ont une image plus prompte à porter les ventes de produits de consommation courante tels que des slips ou des rasoirs, plutôt que de porter des produits de semi-luxe synonymes d'élégance et de raffinement. Enfin, en parlant d'élégance et de raffinement, je suis obligé d'en placer une sur le packaging. Je n'ai pas l'habitude de m'attarder sur ce genre de considérations, les goûts et les couleurs, mais si l'édition 2018 ressemble à l'espèce de module de sécurité anti-contrefaçon des billets de stade, l'étiquette de l'édition 2014 était une image réticulaire. Mais si, vous savez, ces images qui changent en fonction de notre angle de vision, les mêmes que l'on retrouvait gosses dans nos paquets de céréales. Wouah! Man! J'ai une image trop cool qui bouge! Alors voilà, entre l'impossibilité de communiquer sur la cuvée sur le sol français, un sponsoring avec une association digne du parrain, la localisation dans des pays au contexte géopolitique tendu, un événement dont les associations de marques tendent plus vers la malbouffe que vers le raffinement, des joueurs loin d'être des icônes du luxe, et un packaging atypique, je trouve que ce partenariat fait pchit. Ouais, je sais, Vinstache, une émission au langage éloquent et soutenu. Et surtout, ce qui me chagrine le plus dans tout cela, eh bien, c'est que j'aurais rêvé que ce genre de partenariat fonctionne. Oui, parce qu'au fond, comme je le disais en préambule, je trouve cette idée absolument géniale. Absolument géniale, parce qu'à titre personnel, je sature de cette communication élitiste et guindée des marques de champagne. Parce que le champagne est un produit agricole né de la main des agriculteurs. Je sais qu'on l'oublie très souvent quand on rentre dans cet univers, mais le champagne, ça vient de la terre, des vignes, du sol, du climat. Pas des boudoirs de velours de la ville lumière. Et j'aime cette volonté de retourner vers cette simplicité, si chère au monde paysan, à ces nobles terriens. Et puis, même sans parler de ma volonté personnelle, en France, le champagne a besoin de reconquérir un public populaire. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée en force des effervescents étrangers, à titre d'exemple, les cavas espagnols ont connu une évolution de leur vente en grande et moyenne surface en France de plus 13%, et les prosecco italiens de plus 48,30%, eh bien, les champagnes sont chahutés dans le monde entier, et même jusque dans leur marché mère. Bon, c'est moins le cas pour des grandes marques comme Tétinger, mais la situation est vraiment en train de se tendre pour les petits vignerons. C'est d'ailleurs pour cela qu'en ce mois de juin a été lancée par le syndicat général des vignerons de la Champagne une campagne de communication adressée aux millennials et voulant bousculer les codes. Et l'idée de démocratiser le champagne via un événement populaire sportif afin de renouer avec ses racines et d'aller chercher une nouvelle classe populaire mondiale fait entièrement sens. Mais si j'avais été Tétinger, en même temps, si j'avais été Tétinger, je pense pas que je ferais des vidéos sur internet où je me parle à moi-même, assis dans un fauteuil des années 70 à ressort. Quitte à m'associer avec un événement sportif populaire, je l'aurais fait avec les NBA Finals. Alors je ne vais pas rentrer totalement dans le détail, ou sinon on va encore se retrouver avec un épisode qui va flirter avec les 20 minutes, mais la NBA possédait tous les éléments pour faire de ce champagne une réussite. D'une, la ligue est d'une éthique irréprochable. Elle n'a jamais été empêtrée dans un quelconque scandale, elle est un modèle de gestion, et là où certaines ligues comme la NFL et le Take a Knee se sont prises les pieds dans le tapis, la NBA, très progressiste, n'a jamais empêché ses joueurs de s'exprimer sur des questions sociales extrasportives. On peut être d'accord ou non, là n'est pas mon propos, sur les prises de position politique d'un LeBron James qui s'échauffe avec un I Can Breath, en référence au décès d'Eric Garner, un afro-américain tué lors d'un contrôle policier, mais le simple fait qu'une telle association laisse un tel espace de libre parole et d'expression n'est que salutaire. De deux, en parlant d'un LeBron James, les stars sont des icônes de style. Dans les années 2000, quand des mecs comme Allen Iverson ont commencé à débarquer avec des chaînes bling bling et des baggy, David Stern, commissionneur de l'époque, a instauré en 2005 un dress code. Du coup, les joueurs ont commencé à se faire épauler par des stylistes, et aujourd'hui entre les Westbrook, les LeBron James, les James Harden, il y a du charisme et de l'élégance au mètre carré, enfin plutôt du foot square. De 3, le niveau n'a jamais été aussi relevé. On peut aimer ou non la répétition des Finals Cavs Warriors, mais le fait est que l'on vit, nous avons vécu, point d'interrogation teinté d'une future amère tristesse, l'une des plus belles pages de l'histoire de ce sport entre la meilleure équipe collective de tous les temps et le niveau de jeu inhumain du cyborg, du GOAT. Et que les Finals, qui ont lieu tous les ans, ont donné lieu aux plus grandes joutes des décennies de basket que nous avons connues. Là où les finales de la
Coupe du Monde, basés sur un rythme quadriennal, ont souvent accouché d'un non-match. Enfin, et pour terminer, ce qui me rend encore plus chagriné avec cette cuvée, c'est que j'aime beaucoup Tétinger. Alors oui, j'ai bien conscience que si quelqu'un de la maison tombe sur ma vidéo, ses oreilles auront un brin sifflé. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas cette institution qui est Tétinger, elle a une vraie histoire touchante. En 2005, Tétinger était en réalité un groupe qui comptait plusieurs domaines d'activité. Des hôtels de luxe, la cristallerie Baccarat, des parfums, des restaurants, le champagne n'étant qu'une activité parmi tant d'autres. Or, l'entièreté du groupe a été revendue à Starwood Capital, un fonds d'investissement américain. Mais n'étant guère intéressé par l'activité viticole, Starwood Capital décide de revendre cette partie du groupe 6 mois plus tard. C'est alors que Pierre-Emmanuel Tétinger, petit-fils du fondateur Pierre, décide de se démener pour mobiliser des investisseurs, en l'occurrence ce sera la banque Crédit Agricole qui le soutiendra, afin de racheter l'entreprise et de perpétrer la tradition familiale. Et cet amour du maillot fait de Pierre-Emmanuel Tétinger l'un des acteurs les plus respectés de la place champenoise, passion qu'il transmettra à sa fille, Vitalie, aujourd'hui directrice artistique de la marque. D'ailleurs, en parlant d'amour du maillot et de passion, l'une des raisons qui a poussé le président de la maison à se lancer dans ce partenariat est aussi très touchante, parce que le papa de Pierre-Emmanuel, Jean, qui fut notamment maire de Reims, avait donné en 1959 le coup d'envoi de ce qui deviendra la future Champions League. Alors voilà, je sais que nombre de personnes me diront que je focalise trop sur l'association avec la FIFA et que celle-ci n'est que secondaire, et que la plupart des consommateurs se concentreront sur l'émotion et les frissons que cette grande messe du sport, qui nous fera oublier tous nos soucis du quotidien pendant un mois, nous procurera. Ou encore que quitte à avoir un effervescent partenaire de la Coupe du Monde, autant que ce soit un champagne français. D'autant que le Brut Réserve de Tétinger est considéré par le guide Béthane de Sauve, dans son édition 2017, comme l'un des meilleurs bruts non millésimés. Et peut-être auriez-vous raison. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je crois par contre que nous accorderons nos violons sur une chose. Allez nous la chercher cette deuxième étoile. Comme dans la pub Adidas de 2002, ça nous avait porté chance à l'époque.